Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 10 septembre 2025, vous avez reconnu notre générique. Après une période estivale, c'est en direct que nous nous retrouvons pour une nouvelle saison et 1h30 de partage de livres. 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et notre invitée Christiane Carlu, coordinatrice du livre La Commune en actes, nouvelle approche de la Commune de Paris 1871, paru aux éditions universitaires de Perpignan en mai 2025. N'oubliez pas, en plus de nous écouter, écrivez-nous. Notre adresse postale, librairie Publico 145 rue Amelot, Paris 11e, mais aussi sur le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit tout simplement de cliquer sur « Contact » qui est juste sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Proposez-nous des livres, n'hésitez pas à nous dire « Tiens, ça c'est bien, ça peut être sympa ». Bon, c'est vrai que quand ce sont des livres qui ne sont pas intéressants, c'est peut-être pas la peine de nous en parler. Ne parlons que de ce qui est intéressant sur cette radio. Au programme de notre émission, donc aujourd'hui, une relative diversité de thèmes et de livres. Tout d'abord, pour alimenter le débat, vous savez que nous sommes en 3 temps, pour ceux qui sont peut-être nouveaux à nous écouter. Première partie, pour alimenter le débat, première demi-heure. Deuxième demi-heure, l'échange avec notre invité, Christiane Carlu. Et puis la troisième demi-heure, c'est Varia, où on parle un peu de romans, de livres historiques. Et là, pour alimenter le débat, vous avez peut-être pu noter que le climat national et international est quelque peu chaotique. Nous avons un président des États-Unis qui trouble le jeu et il est difficile d'y voir clair. Sur un plan national, c'est pas mal non plus dans le genre ces jours-ci. Eh bien, chers amis, nous allons passer à la deuxième demi-heure de notre émission. Nous allons recevoir Christiane Carlu. Alors, on va la recevoir par téléphone, donc j'aimerais bien qu'elle nous appelle. Là, je commence à être un peu inquiet. Christiane Carlu a eu une longue carrière universitaire, notamment en Extrême-Orient. Elle s'est investie dans le Cher pour la défense des droits des étrangers. Et elle est membre du comité du Berry, des Amis IES et des Amis IS de la Commune de Paris. Et c'est à ce dernier titre que nous avons le plaisir de la recevoir sur nos ondes. Peut-être qu'en fin d'entretien, on aura le temps de parler de ton projet de site consacré au luxe communal. Christiane, est-ce que tu es bien en ligne ? Je suis bien en ligne. Bon, parfait. Donc, écoute, la Commune de Paris sur Radio Libertaire et particulièrement Au fil des pages, on connaît l'événement historique par bien des aspects et elle fait partie de nos idéaux libertaires. On connaît aussi l'association des amis et des amis de la Commune de Paris, parce qu'un certain nombre d'entre nous, notamment dans cette émission, en font partie, mais elle est organisée en comité, si je crois savoir, cette association. Pourquoi y a-t-il un comité Berry ? En fait, il y a une dizaine de comités. Il y en a dans le Trégor, les Cévennes, la Creuse, la Belgique, et il y en a en Berry. Et pourquoi en Berry ? Parce qu'on a en Berry un nombre très important de communards et de communardes. On en a recensé environ 450 dans l'Indre et 215 dans le Cher. Donc on mène sur eux et elles des recherches historiques, on organise des lectures, on fait des scénographies. Et pourquoi, à ton avis, y en a-t-il autant ? Parce qu'on est très motivés dans le Berry. Ah oui, ça doit être ça, oui. Voilà, et vous avez... Le comité a été créé quand, le comité Berry ? Alors, le comité Berry, en fait, a été créé en 2005 par Michel Pinglot.
qui est un personnage très particulier chez nous, le grand-père de Michel, qui est anarcho-syndicaliste, a commencé à lui faire lire La misère de Louis Michel quand il avait 5 ans. Oui. Il avait déjà un fort potentiel. Et puis donc, il a créé le comité en 2005, dans le Cher. Et puis après, l'Indre a rejoint le mouvement et le comité du Berry est né en 2014. Voilà. Bon. Et nous, en Berry, on est un comité très actif. On organise, outre les commémorations, des recherches historiques, des conférences sur les communards du Berry. On a un cabaret théâtral qui s'appelle Les Zigues. On a les concerts histoires du Luxe Communal du Haut, qui met en scène, qui met en musique plutôt des textes de communards ou ses propres textes sur la commune. Et on s'est lancé dans l'organisation de colloques. Oui. Tu pourrais nous citer quelques communards originaires du Berry ? Absolument. Écoute, par exemple, à Vierzon, on a Édouard Vaillant, qui était à l'instruction publique. On a Félix Pia, lui, il était aux finances pendant la commune. On a Eugène Bedin, qui était un céramiste, qui a fait le coup de feu au fort d'ici. À Bourges, on a Charles Gambon, qui était à la justice. On a Jean Bourdina, qui était à la garde nationale. On a Bougie, Gabriel Ranvier, qui est aussi à la garde nationale et à la commission de la guerre. On a eu Emmanuel Delorme à Saint-Amand, qui est un poète et chansonnier et commandant poète, pendant la commune. Oui, on en a parlé, d'ailleurs on a parlé d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur lui. Voilà, exactement. Et puis à Issoudun, on a Marie Mercier, qui était la femme en fait de Maurice Garot, qui était lui-même directeur de la prison de Mazas. Pendant la commune, c'était une amie de Victor Hugo. Alors en 2024, vous organisez un colloque sur le thème La commune en actes, nouvelles approches de la commune de Paris 1871. Pourquoi ce colloque ? Et puis, vous l'avez organisé en partie à Issoudun et en partie à Bourges. Pourquoi ce colloque et pourquoi dans ces deux lieux ? D'accord. Alors en fait, il y a beaucoup désormais de jeunes historiens, d'historiennes qui se penchent ces dernières années sur la commune. On a voulu les inviter à présenter leurs nouvelles approches, leurs nouveaux points de vue, les sujets nouveaux ou les archives qui ont été redécouvertes et sur lesquelles ils travaillent, où il y a aussi des sujets qui ont été déjà abordés mais qu'ils éclairent en fait de nouveaux paradigmes. Et comme le comité du Berry est situé dans l'Indre et dans le Cher, donc c'était Issoudun et Bourges. Très simplement. Mais finalement, entre nous, on a tout écrit sur la commune. Je crois que c'est Duel-Hermoz qui écrivait dans un de ses livres que aucun historien ne pouvait lire tous les livres écrits sur le thème de la commune. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Écoute, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en 2006, on a repéré que la bibliographie du mouvement communaliste comportait 4938 titres. Ouais, ce qui est effectivement assez considérable. À part que depuis, l'histoire de la commune s'est augmentée d'apport de ces jeunes historiens et historiennes avec des perspectives différentes et que le thème, effectivement, s'est beaucoup développé. Par exemple, je te donne un exemple pourquoi on a besoin de faire ça. Macron invite Poutine à une réception à Versailles en 2018. Un journaliste lui demande mais pourquoi il a choisi ce lieu qui semble un peu monarchique. La réponse de Macron: Versailles, c'est là où la République s'est retranchée quand elle était menacée. Comme tu vois, les faits historiques montent pas bien au cerveau de tout le monde, il y a encore un peu de travail. Oui, voilà. C'est vrai qu'on l'a oublié et donc il a refusé de commémorer les 150 ans de la commune, préférant la mort de Napoléon. Et ben voilà. Ouais. Donc il y a du travail. On voit bien l'état d'esprit. Ça me gêne pas de commémorer la mort de Napoléon à la limite, mais bon, c'est quand même intéressant de voir cette manière de la part de la droite d'occulter complètement. Mais là, c'est même pas occulté, Francis. C'est bien pire. Il a dit que Versailles, c'est là où la République s'est retranchée quand elle était menacée. C'est un déni d'histoire. Oui, en plus. C'est une réécriture de l'histoire. C'est effrayant. Et dans le livre, dans les actes du colloque, on note l'actualité de la commune, par exemple en matière d'éducation avec l'intervention de Jean-François Duperron, la place des femmes avec Chloé Leprince, et puis la place du travail aussi avec Anouk Colombani. Comment vous avez sélectionné ces thèmes ?
Et bien, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était insister sur une diversification des thématiques et surtout de leur écho dans notre actualité. Par exemple, les grands thèmes qu'on a retenus, c'est lutte nationale et internationale, éducation, agriculture, émancipation féminine, organisation du travail, démocratie par le bas et le luxe communal. Et en fait, les intervenants ont été retenus par rapport à ces thèmes. Et d'ailleurs, il y a, on reprend, j'ai vu cette formule dans le livre, il y a comme une polyphonie dans les actes du colloque. On retrouve des interventions de spécialistes connus et reconnus. Bon, j'ai évoqué du Lermoz, Ludivine Bantigny, du Perron, mais aussi des intervenants du terrain berrichon, comme par exemple Jean Hannequin, Michel Pinglot qu'on a évoqué, voilà. Mais aussi du Languedoc. Alors là, je dois dire que moi, j'ai découvert des informations en lisant l'intervention de Jérôme Quaretti. Absolument. Eh bien, écoute, le travail, en fait, au niveau local, le travail se développe beaucoup, ce travail historique, en particulier dans le comité du Berry, puisqu'on a Michel, Jean et Jean-Marie qui travaillent beaucoup là-dessus, en relation d'ailleurs avec le projet prosopographique qui est en route actuellement. Et alors, ce projet prosopographique... Oui, tu pourrais peut-être nous l'expliquer. Le mot est un peu savant. Oui, excuse-nous. Le mot est un peu savant. Alors, attends. J'avais pris une petite note. Grosso modo, le projet prosopographique, c'est un inventaire national des communards par région. C'est une sorte d'étude des personnalités qui composent un milieu social. Donc en fait, c'est l'historien de la commune Jean-Louis Robert qui a proposé ce projet et nous, effectivement, on a adhéré parce qu'effectivement, on a pas mal de nos membres qui travaillent sur justement l'histoire de ces anonymes. Il y en a pas mal, effectivement, qui constituent notre milieu historique et communal. Et on peut faire le lien, d'ailleurs, entre ce projet, vos travaux, et puis deux dictionnaires que les amis de la commune ont publiés, un dictionnaire des femmes de la commune et un dictionnaire des enfants de communards. On s'aperçoit qu'on découvre encore des informations, et ça, c'est assez passionnant. Hein. Exactement, ouais. Et puis le colloque rend compte aussi de recherche historique sur un plan international. Alors, au niveau international, on a un éditeur qui sont les presses universitaires de Perpignan, qui vont diffuser beaucoup au niveau national. Alors, il y a effectivement, on sait qu'on a des adhérents, on a des adhérents en Belgique, on a des adhérents aux États-Unis, il y a des adhérents en Amérique du Sud aussi. Alors, je dis pas que ça va être un créneau absolument spectaculaire, oui, mais il y aura effectivement une diffusion au niveau international. Je peux pas trop te dire pour le moment. Mais ce qu'on peut noter, et je me rappelle au moment du 150e anniversaire, on avait constaté par la presse de l'époque sur un plan international combien la Commune de Paris était observée aux États-Unis, en Australie, enfin dans le monde entier. Exactement. En Amérique latine. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et dans l'introduction qui a été écrite à plusieurs mains, dont la tienne, vous relevez la haine des opposants à la commune. Alors on l'avait vu notamment au Conseil de Paris lors d'un vote de subvention à accorder pour la commémoration du 150e anniversaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi aujourd'hui, en 2025, enfin à l'époque c'était pas 2025, mais encore aujourd'hui, il y a cette haine à l'égard des communardes et des communards? Eh bien, écoute, moi, mon interprétation, c'est effectivement une haine qu'elle a dents dures. Mais il y a quelqu'un, à mon avis, qui est très intéressant à lire de ce point de vue-là, c'est Paul Litsky, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les auteurs contre la commune » et qui relevait en fait les caricatures, les procès d'intention, les calomnies sordides qui émanaient d'écrivains comme Georges Sand, Théophile Gautier, Gustave Flaubert et même Émile Zola. Ah oui, il y a des articles de Zola parus dans un journal marseillais qui sont absolument odieux. Et puis, absolument. Alors, les auteurs contre la commune de Paul Litsky,
a été publié aux éditions de la Découverte. Il y a eu une réédition. Hein. Mais il n'y a pas que lui qui a écrit là-dessus. Alors, justement, moi, ce que je pense, c'est que la notoriété de ces auteurs, de Flaubert, Zola, Sand, etc., a largement contribué à ancrer ces accusations dans l'esprit des lecteurs. Et ça a duré. Et il y a une personne aussi extrêmement intéressante de ce point de vue, c'est Hélène Lewandowski. Et là, je voudrais faire une petite citation, parce que c'est toujours mieux de citer les auteurs que de les paraphraser. Elle a décrit la volonté de, je cite, décrédibiliser les insurgés, de dénier toute portée politique à la commune, de les représenter sous forme d'animaux, surtout les femmes d'ailleurs, avec un portrait type du communard criminel fainéant, illettré, abruti par l'alcool, donc chaque trait de caractère prouve la culpabilité. Et il me semble que ces formules ont perduré. Elles sont entrées par l'idéologie versaillaise dans l'imaginaire collectif. Et l'absence d'enseignement sur la commune dans les écoles permet en fait de laisser courir très librement ces vagues de pourriture. Dans le Berry, nous on est assez remontés contre la manière dont on continue de faire la géographie de George Sand et dont on ignore une partie des écrits. Et George Sand, elle écrivait quoi ? Je cite, « Les insurgés sont des ânes grossièrement bêtes ou des coquins de bas étage. La foule qui les suit est en partie dupe et folle, en partie ignoble et malfaisante. C'est une émeute de fous et d'imbéciles mêlés de bandits. C'est à croire que Paris tout entier est ivre-mort. On ne comprend pas que l'armée n'en finisse pas avec cette orgie. » Donc Sand, si elle a été républicaine en 48, sa vision de la République, c'était un peu bourgeoisement empâtée, tu vois, Et puis en 1871. elle était d'un socialisme assez mondain, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, mondain. ouais, Revenons au thème, mais il y en a quelques-uns qui sont assez peu connus. Par exemple, j'ai bien aimé, moi j'ai découvert des choses, alors qu'au moment du 150e, j'avais lu pas mal de bouquins sur l'événement, notamment la communication entre Paris et le reste de la France. C'est Mazaïm Meja qui l'évoque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, le siège protestant, qui était grosso du 8 septembre au 28 juillet, pour la communication était contestée. Seuls les ballons nada et les voyageurs permettent le passage d'hommes du quitté au-dessus des lignes ennemies. Et pendant la situation était très intense. L'ouest et le sud ont fini par Versailles. Les nord et est ont été les Bretagne libre. Adopter une tentative de de faire par avait en fait Versailles. Les ont occupé les trafics. Donc, les transports et à Lyon n'ont pas été. Et le on n'entend pas très bien là. Allô ? Allô ? Ah, la liaison avec le Berry est un peu fragile par moment. Allô ? On entend mieux là ? Est-ce que tu m'entends ? Voilà, là c'est parfait. C'est revenu ? Très bien. Bon, parfait. Où c'est qu'on avait coupé ? Alors, après, il y a un autre thème, c'est celui de l'impact de la commune dans le sud de la France. Et là, on l'évoquait, Jérôme Quaretti, on connaît les communes de Béziers, Narbonne, mais il y en a eu aussi dans des villages ? Oui, il y en a eu plein dans plein de villages. Et justement, c'est le travail de Jérôme qui évoque précisément les espaces ruraux. Il a fait une recherche topographique qui est très construite et il donne des contextes très précis. Je prends un ou deux exemples. Dans la Vienne, il y avait des cités. La cité de Saint-Léonard de Noblat, qui faisait 6000 habitants. Saint-Julien, 7000. Solignac, moins de 1000 habitants, qui manifestent leur soutien à la commune. Dans la Creuse, c'est Aubusson-les-Vallières. En Corrèze, un village qui s'appelle Bord-les-Orgues. Donc là, c'est la population entière qui éprouve des sympathies pour la commune. Et dans l'Ariège, des petits villages de 1400, 3000 habitants, la Roque d'Or ou la Bastide-sur-l'Er, qui fait 800 habitants, participent au mouvement. Il y a eu un nombre extraordinaire d'autres petites communes et villages qui étaient partie prenante de la tentative d'insurrection.
Et ça, c'est tout le travail que développe Jérôme depuis un bon Enfin, bout de temps. Ouais. on pourrait citer un dernier exemple où j'ai découvert, moi, les choses, c'est la non-amnistie de tous les communards, parce qu'on on affirme, et c'est Anne Simonin qui travaille là-dessus, qui a fait une communication, on a l'impression que ça y est, l'amnistie, allez, yoplaboum. Pas du tout. Il y a une distinction, comme tu vas nous l'expliquer, entre la grâce et l'amnistie. Exactement. En fait, Anne Simonin, elle a écrit un texte vraiment formidable dans Les Arbres sur la non-amnistie. Elle parle d'abord de la demande d'Hugo, d'une amnistie pleine et entière pour les communards. Elle traverse les lois. Il y a eu 2 lois en 1879 et en 1880, mais qui sont d'amnistie partielle. Et l'intérêt aussi du truc, c'est qu'elle explique, elle distingue l'amnistie de la grâce, que Clémenceau d'ailleurs qualifiait d'inconstitutionnel et que Louis Blanc pourfendra, parce qu'effectivement ces ressorts politiques sont totalement pervers. Alors, la grâce ne s'applique qu'aux condamnés et aux vivants. Et les condamnés blessés, mais pas... et les communards blessés, mais pas condamnés. Et les communards morts, et les communards condamnés aux travaux forcés, et considérés comme des droits communs. En fait, ça s'applique pas à eux. La grâce à l'amnistie met fin à la condamnation pénale. Mais si l'amnistie efface ces condamnations, la grâce n'accorde qu'un pardon qui maintient l'infraction et la peine dans le casier judiciaire. En fait, l'Assemblée nationale, en 2016, a rendu une résolution, je cite, pour rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de Paris. Mais cette résolution ne permet que de botter politiquement en touche et d'éviter l'écueil d'une loi mémorielle, puisque la loi mémorielle impose le point de vue d'un État sur des événements historiques, ce qui pourrait engendrer une polémique un peu difficile à maîtriser. Et elle conclut son texte ainsi, et je la cite parce que c'est très, très, très bien. L'amnistie pleine et entière qu'attend toujours la commune ne saurait se satisfaire d'une résolution, 2 points. Elle relève de la loi. Le texte est prêt, rédigé par Victor Hugo. Il s'agit de l'inscrire à l'ordre du jour des assemblées et de le voter. Tout le reste est littérature. Voilà. Alors, on pourrait développer, parce qu'il y a d'autres thèmes, et j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à se plonger dans ce livre. Mais abordons un thème que tu adores, on le sait, c'est le luxe communal. Alors, c'est quoi le luxe communal? Rapidement, hein. Rapidement, alors d'un point de vue historique, le luxe communal, c'est la politique culturelle et architecturale d'une municipalité. Ouais. Les bâtiments, les monuments, les événements, les expos, les théâtres, les concerts. On a une mention du luxe communal dans la presse en 1863-1865. Le luxe communal est précédé du luxe municipal en 1840. Il est suivi par la somptuosité municipale en 66. Et tous les deux renvoient à la même définition, pas plus, pas moins. Bon, mais ça, c'est dépassé, non? Pas du tout. Ah. Justement, parce que Christine Ross a fermement relancé le luxe communal dans le bouquin qu'elle a écrit qui s'appelle L'imaginaire de la commune. Oui. Et c'était en 2015, je crois. Oui, je crois que c'est la Fabrique qui l'a édité. Voilà. Et il y a un groupe rennais, d'activistes qui s'appelle Vibri-Phéno, que j'aime particulièrement, qui a découvert en fait le luxe communal via le bouquin de Christine Ross et qui a par la suite rédigé un manifeste qui s'intitule « Par tous les moyens, même artistiques, le luxe communal est notre programme ». On peut le voir sur le site lundi matin. Et Vibri-Phéno revendique justement l'actualisation de la notion et de sa pratique. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que Christine Ross a un peu poussé le luxe communal du côté des valeurs de la Fédération des artistes et après celles de William Morris qui sont pourtant largement postérieures, l'art pour tous, l'émancipation par l'art, la déhiérarchisation entre les artistes et les artisans, mais en fait rien ne permet historiquement de valider cet élargissement. Par contre, ce qui est très important, c'est que le travail de Christine Ross a largement motivé les foules et pour moi c'est vraiment le principal. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui. Par exemple, il y a un truc que je trouve absolument amusant, un grand centre commercial à Montréal qui s'appelle le Royal Mount, qui est un centre commercial de grand luxe, revendique la notion de luxe inclusif, ce qui fait quand même un peu rire un cheval. Donc il faut être un petit peu vigilant. Ce luxe communal, on en parle pendant les 72 jours de la commune ? Eh ben non, parce que
il n'a pas vraiment une place dans la mesure où la commune a été plutôt occupée à remettre Paris en route après le départ de l'administration versaillaise et à gérer ses problèmes d'intendance militaire. En fait, il a été décrété le 13 avril par Potier et on a pu entendre parler de lui vraiment pendant la commune. Tu vois, ils avaient juste pas le temps de gérer ce genre de choses, quoi. Alors, tu as fait un site, tu as créé un site avec des amis sur le luxe communal. Comment peut-on y avoir accès ? D'abord, il y a en fait, on va sur Internet. Oui, absolument, il y a un site. C'est luxecommunaltoutattaché.com, en tout petit, en minuscule. Et là, ça mène au storyboard du projet. En fait, quand on aura trouvé les sous, ce sera un site en 3D en temps réel et on pourra naviguer dedans comme un jeu vidéo. Mais ça coûte un peu une blinde. Et pour le moment, on court après l'argent. Alors, le principe du luxe communal, c'est un café. Le café de Napoléon Gaillard, qui était le chef des barricades de la commune, qui accueille la commune dans son café. Et à l'intérieur, on a les projets réalisés de la commune, les projets qui ont été énoncés mais pas réalisés, auxquels on va proposer une forme, les projets héritiers qui en sont extrapolés, mais aussi ses inventions, ses imaginaires et les récits contradictoires qui en ont été faits. En fait, grosso modo, le site, il y a pas mal d'archives, textuelles, iconographiques, etc. Et il articule en fait la réelle historique à la fiction, et en particulier à l'uchronie, c'est-à-dire l'histoire avec des si. Et il y a la dimension du jeu qu'on a ajouté pour tenter d'intéresser des jeunes adeptes, tu vois, pour essayer de un peu ouvrir à des gens plus jeunes. Il y a des pièges, il y a des embuscades, il y a des métamorphoses. Et je voulais quand même citer parmi les projets extrapolés qui font partie du projet. Donc, on a organisé l'évasion de Blanqui du château du Taureau. Il y a le clavier d'Outre-Rêve de Louise Michel, la désimpérialisation de la place Vendôme selon William Morris et la mise en orbite du Sacré-Cœur, parmi d'autres joyeusetés. Et il y a même un débordinoir versaillais. Un débordinoir, en fait, un burdin en Berry, c'est un simple d'esprit. Quand on débordine quelqu'un, ça veut dire qu'on lui rend une forme d'intelligence. Donc nous, le projet, on va tenter de débordiner les Versaillais. Vous avez des jeux, il y a un jeu de Paris brûlé, il y a un jeu de loi, un double plateau, et il y a le jeu de Lali Papavoine, qui était une communarde qui a fait le coup de feu et qui a été jugée sur les différentes étapes de la commune, ça c'est bien. Et puis Thomas Cook aussi. Oui, alors Thomas Cook, le célèbre organisateur de voyages touristiques, et lui la particularité c'est qu'à la fin de la semaine sanglante, il organisait des visites de Paris brûlé pour ses congénères. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de Thomas Cook, lui, son point de vue, enfin le point de vue de Lali, c'est qu'on va vraiment descendre toutes les étapes de la commune. Le point de vue de Thomas Cook sur son propre plateau, c'est qu'on va voir les étapes de destruction de Paris, qui impliquent les artilleries prussiennes et versaillaises, avant de stigmatiser les incendies communards, qui ont été quand même infiniment moins destructeurs. Et le deuxième point de vue, c'est le rapport des ruines parisiennes à la photographie. Parce qu'il faut savoir que la photographie, en France, a vécu son essor commercial après la semaine sanglante, justement avec la vente des photographies des insurgés par Appert et la diffusion de livrets touristiques sur Paris brûlé. Il y a eu énormément de visites de Français, d'Anglais. Il y a des gens qui venaient de partout en Europe pour visiter Paris brûlé. Et donc, on faisait des photos, on faisait des petits livrets, on proposait des parcours. Et ça a permis effectivement l'essor de la photographie. Alors, le jeu de Paris brûlé se joue sur ces deux plateaux, avec des cartes, des dés et des barricades. Et en fait, la particularité, c'est que les règles se modifient selon l'avancée dans le jeu. Alors, le livre, là, on a déjà ton site, luxecommunal.com, et c'est vrai qu'il y a énormément de documents, on y passe beaucoup de temps à découvrir toute sa richesse. Et puis ce livre, la Commune en actes, publié donc aux presses universitaires de Perpignan, évidemment, on peut le trouver à la librairie Publico, celle de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot. Et où peut-on le commander sinon ? Eh bien, partout, on peut le trouver dans toutes les librairies sans exception. En fait, le libraire le commande chez le distributeur des presses universitaires de Perpignan, qui s'appelle Dilisco.
Et puis voilà, on peut l'acheter absolument partout. Et on encourage les lecteurs et les lectrices plutôt à soutenir les librairies indépendantes, d'autant plus que le prix est identique partout en France, il est à 29 €. Bon, parfait. Voilà. Eh bien, Christiane, merci pour cet échange. Oui. On accueillera Je toujours t'en prie. les nouvelles de ton site dans notre émission. Fais-nous signe Merci. dès qu'il y a du nouveau. Et puis, écoute, Absolument. on se reverra bientôt, puisque aux Amis de la Commune, on se croise Oui. fréquemment. Absolument. Merci Allez. beaucoup Au revoir. à pour bientôt. l'accueil. Bonne journée. Au revoir. Merci. Frédéric, est-ce que nous avons le temps de passer un court moment avec Claude Debussy? Et pourquoi nous passons Claude Debussy? Eh bien, tout simplement parce que son père fut un communard. Et nous allons écouter de Claude Debussy Le Petit Nègre. Allons-y.